Lors du dîner en famille, mon mari a dit à tout le monde que le bébé n'était pas le sien. Le lendemain matin, les résultats ADN l'ont réduit au silence. Le cliquetis d'une fourchette en argent contre un verre en cristal fut le dernier son de paix que je connaîtrais. Entouré par la richesse opulente de la famille de mon mari dans une salle à manger ruisselante de lustre et de jugement tacite, Antoine Leclerc se leva, sa voix, d'ordinaire source de réconfort, fendit l'air comme de la glace brisée, et avec 4 mots dévastateurs, il mit le feu à mon monde, le bébé n'est pas de moi. Il s'attendait à me voir s'effondrer. Il s'attendait aux larmes et à la honte. Il ne s'attendait pas à ce que, dès le lendemain matin, un simple morceau de papier non seulement prouverait lui tort, mais exposerait un mensonge si toxique qu'il menacerait de réduire en cendres l'empire de toute sa famille. La lumière du dimanche soir, épaisse et dorée, filtrait par les fenêtres allant du sol au plafond du Penthouse, peignant de longues rayures déformées sur les sols de marbre blanc. De cette hauteur, à 30 étages au-dessus de l'énergie implacable de Paris, la ville ressemblait à un circuit imprimé, une machine complexe et magnifique dont je ne m'étais jamais vraiment senti faire partie. Je passai une main sur le gonflement doux et ferme de mon ventre, une courbe de 7 mois qui était à la fois une promesse et, de plus en plus, une source d'anxiété profonde. Mon mari, Antoine Leclerc, se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos. Il était une statue sculptée dans le succès, vêtu d'un costume Tom Ford qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ses épaules étaient tendues, les muscles de son cou noués tandis qu'il regardait le royaume que sa famille avait construit sur 3 générations de transactions immobilières impitoyables et d'investissements judicieux. En 2 ans de mariage, j'avais appris à lire la météo dans sa posture. Ce soir, une tempête se préparait. « Ta mère nous attend bientôt » demandai-je, ma voix plus douce qu'elle ne le voulait. Antoine ne se retourna pas. « Elle nous attend toujours. » La réponse fut brève, dénuée de chaleur. C'était le nouvel Antoine, un homme qui avait émergé au cours des derniers mois, remplaçant lentement l'homme charmant et attentif dont j'étais tombée amoureuse. L'ancien Antoine serait venu vers moi, m'aurait serré dans ses bras et m'aurait murmuré des mots rassurants sur la façon de survivre à un autre dîner de la famille Leclerc. Cet Antoine restait une silhouette lointaine se détachant sur le soleil mourant. Je pensais, m'aventurais-je, forçant une gaieté que je ne ressentais pas. Peut-être qu'après le dîner, nous pourrions sérieusement commencer à regarder les échantillons de couleurs pour la chambre de bébé. J'ai trouvé une jolie nuance de vert sauge, très apaisante. Amélie, s'il te plaît. Il me coupa, se retournant enfin. Son visage, d'ordinaire beau et ouvert, était un masque de politesse forcée. Peut-on ne pas parler de chambre de bébé et de couleurs de peinture en ce moment? Les mots piquèrent, un petit coup sec et douloureux à mon cœur. Tout ce qui concernait notre bébé, un garçon que nous attendions tous deux avec impatience, semblait désormais l'irriter. Son excitation s'est évaporée, remplacée par une suspicion sombre que je ne pouvais comprendre. Il avait cessé de toucher mon ventre, cessé de parler à notre fils d'une voix basse et profonde la nuit. Il avait commencé à rentrer tard, sentant le whisky cher et une distance tacite plus enivrante et dangereuse que n'importe quel parfum. Bien sûr, murmurai-je, me repliant. Je suis désolé. C'est juste ce dîner. Tu sais comment elle est. Elle, c'était Éliane Leclerc, la mère d'Antoine, une femme d'une élégance formidable et d'une volonté encore plus formidable. Éliane n'avait jamais cru que J, une ancienne curatrice d'art issue d'un milieu modeste, était un match convenable pour son fils aîné, l'héritier de l'empire consolidé des Leclerc S.A. Elle me voyait non pas comme une belle-fille, mais comme une acquisition qui n'avait pas pris de valeur. Sa désapprobation était un bourdonnement constant de basse fréquence sous la surface de nos vies. Un bourdonnement qui s'était amplifié et déformé depuis l'annonce de ma grossesse. Je peux gérer ma mère, dit Antoine, ajustant sa cravate d'un coup sec. Sois juste aimable ce soir. Ne lance pas de débat sur la politique ou l'art. Ne lui donne aucune munition. Quand l'ai-je jamais fait, demandai-je, la question teintée d'une lassitude qui me transperçait les os. J'avais passé 2 ans à me mordre la langue, à sourire face à des insultes à peine voilées, et à m'habiller dans les styles sobres et coûteux qu'Éliane approuvait. Je m'étais contorsionné pour devenir l'ornement parfait et inoffensif, tout cela pour la paix, tout cela par amour pour Antoine. Mais la paix s'est évaporée quand même. Le trajet vers la propriété de la famille Leclerc près de Paris fut une affaire silencieuse et suffocante. Les tours étincelantes de la ville cédèrent la place aux banlieues manucurées, puis aux vastes propriétés closes cachées derrière des murs de vieilles pierres et de vieilles fortunes. La propriété Leclerc était la plus grandiose de toutes, un mastodonte de pierre qui semblait dominer le paysage, sa façade parfaitement symétrique regardant le lac avec un air d'autorité froide. Tandis qu'Antoine dirigeait la Bentley sur la longue allée de gravier,
je sentis la constriction familière dans ma poitrine. Cette maison n'était pas un foyer. C'était un musée du pouvoir d'une famille, et j'étais juste une exposition temporaire. Nous fûmes accueillis à la porte par un majordome silencieux qui prit nos manteaux. L'air à l'intérieur était frais et sentait la cire d'abeille et la vieille fortune. Richard Leclerc, le père d'Antoine, était dans le grand salon, faisant tourner un brandy. Il était une version plus pâle et plus silencieuse de sa femme, un homme dont les opinions avaient depuis longtemps été subsumées par les siennes. Il m'offrit un sourire faible et évanescent. « Amélie, vous avez bonne mine, dit-il, ses yeux jetant un coup d'œil à mon ventre puissant détournant comme si c'était une entorse à l'étiquette. Ethan Leclerc, le frère cadet d'Antoine, était là aussi, appuyé contre la cheminée en marbre. Il était le mouton noir désigné de la famille, ayant choisi une carrière de professeur d'histoire plutôt qu'un siège au conseil d'administration. Il avait une lueur sardonique dans les yeux que j'avais toujours trouvée plus réconfortante que la perfection polie d'Antoine. Il m'adressa un sourire sincère et un rapide clin d'œil complice. Et puis Eliane fit son entrée, une vision en soie bleu marine, ses cheveux argentés coiffés en un chignon parfait et brillant, son cou et ses poignets scintillants de diamants qui semblaient absorber toute la lumière de la pièce. « Amélie, ma chère, dit-elle, sa voix lisse comme de la crème, mais ses yeux aussi tranchants que des éclats de verre. Elle m'embrassa à l'air à côté des joues. « J'espère que le voyage ne vous a pas trop fatigué dans votre état. » Elle laissa le mot suspendu dans l'air, chargé de sens. Nous parlions justement du prochain gala de charité. « Antoine, j'ai réservé votre table habituelle avec votre père. Il y a un nouveau sénateur de Lyon que je veux que vous rencontriez. » Elle dirigea son fils à l'écart, la main sur son bras, le réintégrant sans effort dans le giron des Leclerc, me laissant debout, maladroitement, au centre de la vaste pièce. C'était une manœuvre familière, conçue pour me rappeler ma place à la périphérie. Ethan se décolla de la cheminée et s'approcha nonchalamment. « Ne fais pas attention à elle, dit-il à voix basse. Elle marque juste son territoire. Elle fait la même chose avec les nouvelles taupières du jardin. » Je parvins à un sourire reconnaissant. « Merci, Ethan. Je suis juste un peu fatigué ce soir. » « Je ne te blâme pas. Ces dîners de famille sont un sport olympique d'agression passive, plaisanta-t-il. Tu portes le grand héritier de la famille. On penserait que ça te donnerait un répit. Apparemment non. » Ces mots se voulaient réconfortants, mais ils ne faisaient que souligner la question centrale terrifiante qui m'hantait depuis des semaines. Antoine m'évitait. Eliane me traitait avec plus de froideur que jamais. Tout tournait autour du bébé. Pourquoi ? La convocation au dîner arriva quelques instants plus tard. Nous nous assîmes à la longue et imposante table en acajou dressée avec une douzaine de couverts en argent pour chaque convive. La conversation, dirigée par Eliane, fut un tour prévisible des derniers triomphes de Leclerc S.A., des échecs de leurs opposants politiques et des choix de vie scandaleux d'autres familles riches moins disciplinées. Je tournais la nourriture dans mon assiette, les arômes riches de canard rôti et de risotto à la truffe me soulevant le cœur. Je sentais la jambe d'Antoine à côté de la mienne, mais il n'y avait aucun contact, aucune touche rassurante. Il n'y avait qu'un abîme de silence entre nous, s'élargissant à chaque seconde qui passait. Je surpris Eliane me regardant de l'autre bout de la table, une étrange lueur triomphale dans les yeux. C'était le regard d'un prédateur qui sait que sa proie est déjà piégée. Une froide angoisse, plus froide que le froid climatisé de la pièce, me submergea. Quelque chose n'allait terriblement pas. Ce n'était pas juste un autre dîner de famille désagréable. C'était une exécution, et j'étais celle qui était sur le billot. Le plat principal fut desservi par un personnel silencieux et efficace, et un décadent gâteau au chocolat coulant fut placé devant chaque convive. C'était le dessert préféré d'Antoine, un petit détail poignant qui serra la tension s'enroulant dans mon estomac en un nœud douloureux. La conversation s'était calmée, et dans ce vide, Eliane lâcha sa bombe enveloppée dans la soie de la préoccupation feinte. « Antoine, chéri, commença-t-elle, tamponnant ses lèvres avec une serviette en lin. Ton père et moi sommes inquiets. Nous avons remarqué que tu ne semblais pas être toi-même dernièrement. Si distant. » Elle jeta un coup d'œil à Amélie, un éclair de quelque chose de tranchant et de cruel dans son regard. Nous espérions que cette merveilleuse nouvelle, le bébé, serait une source de pure joie. Mais elle semble avoir apporté un nuage sur toi. Antoine posa sa fourchette avec un clic délibéré et sonore qui résonna dans la salle à manger caverneuse. Le son était un coup de feu signalant le début d'une guerre. Il ne regarda pas sa mère. Il regarda son père, puis son frère. Et enfin, ses yeux,
froids et vides, se posèrent sur moi. Oui, dit Antoine, sa voix plate et dure. Cela a apporté un nuage de questions, de doutes. Mon souffle s'arrêta. Mon cœur commença un battement frénétique et paniqué contre mes côtes. Antoine, de quoi parles-tu, demandai-je, ma voix un fragile murmure. Ethan se remua sur sa chaise, les sourcils froncés. Antoine, ce n'est vraiment pas le moment ni l'endroit. Non, c'est le moment parfait. L'endroit parfait, dit Antoine, sa voix s'élevant, prenant un élan terrible. Il se leva, sa chaise raclant bruyamment sur le plancher de bois poli. Il posa ses mains à plat sur la table, se penchant en avant comme un procureur s'adressant à un témoin hostile. Tous les yeux étaient sur lui. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Nous sommes censés être honnêtes les uns avec les autres. Nous sommes censés protéger le nom de la famille, l'héritage de la famille. Richard Leclerc semblait pâle et confus. Fils, assieds-toi. Qu'est-ce qui te prend? Mais l'attention d'Antoine était uniquement sur moi. L'homme que j'aimais avait disparu, remplacé par cet étranger cruel et théâtral. J'ai réfléchi, j'ai enquêté, et je suis arrivé à une conclusion que je ne peux, en bonne conscience, garder pour moi plus longtemps. Il marqua une pause, laissant le silence s'étirer, extrayant chaque dernière goutte de drame de l'instant. J'avais l'impression d'être sous l'eau, les visages autour de moi se brouillant, les sons de la pièce étouffés et lointains. Je sentais le sang quitter mon visage. J'agrippais le bord de la table, mes jointures blanchies pour ne pas vaciller. Antoine, s'il te plaît, suppliai-je, secouant la tête, une supplique silencieuse pour qu'il s'arrête, qu'il reprenne ses mots, qu'il ne fasse pas ce que je sus soudain, horriblement, qu'il allait faire. Il m'ignora. Ses yeux, jadis mon refuge, étaient maintenant mes bourreaux. Il prit une profonde inspiration et porta le coup fatal, sa voix résonnant d'une certitude fausse et sanctimonieuse qui résonna dans les hauts plafonds à caisson. Le bébé, annonça-t-il, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la pièce silencieuse et choquée. Le bébé qu'elle porte n'est pas le mien. Pendant une seule seconde éternelle, il y eut un silence absolu. Le seul son était le battement frénétique et inutile de mon propre cœur. Puis le monde se fractura. Richard halta, sa main portée à sa poitrine. Ethan se leva d'un bond, son visage un masque d'incrédulité et de fureur. De quoi diable parles-tu, Antoine? As-tu perdu la tête? Mais je ne pouvais pas les entendre. Tout ce que j'entendais était le rugissement du sang dans mes oreilles et les mots d'Antoine se répétant encore et encore. Pas le mien. Pas le mien. Pas le mien. C'était une absurdité. Un mensonge grotesque si monumental que je ne pouvais même pas commencer à le digérer. Je regardais Antoine, cherchant sur son visage un signe de l'homme que je connaissais. Un soupçon de doute, une trace de regret. Il n'y avait rien. Seulement une conviction dure et juste. Et derrière lui, je vis Eliane. Sa mère n'était pas choquée. Elle n'était pas surprise. Elle me regardait avec un air de triomphe pur et non altéré. Un petit sourire satisfait jouait sur ses lèvres. Et à cet instant, j'ai compris. C'était le chef-d'œuvre d'Eliane. C'était son échec et mat. La pièce explosa. Ethan criait sur Antoine, le traitant d'idiot. Richard essayait d'intercéder, l'air déconcerté et impuissant. Mais je ne dis pas un mot. Je ne pouvais pas. Le mensonge était trop grand, la trahison trop absolue. Cela m'avait volé l'air de mes poumons, les mots de ma bouche. Avec une force que j'ignorais posséder, je repoussai ma chaise, les pieds grinçant en protestation. Je me levai, mon corps tremblant violemment. Je ne regardais pas Eliane. Je ne regardais pas le visage confus de mon beau-père ni celui, furieux, de mon beau-frère. Je ne regardais que mon mari. Je le vis tressaillir lorsque mes yeux rencontrèrent les siens. Pour la première fois, une lueur d'incertitude sembla percer son armure. Mon silence, mon désarroi absolu, était plus puissant que n'importe quel cri. Sans un mot, je me retournai et sortis de la salle à manger. Mes jambes étaient instables, mais je les forçai à avancer, un pied devant l'autre. Je traversai le grand salon, passant devant l'art inestimable et les meubles anciens. Je traversai le foyer en marbre, mes pas résonnant dans le silence écrasant qui m'avait suivi hors de la pièce. Je n'attendis pas le majordome. J'ouvris moi-même l'énorme porte en chêne et trébuchai dehors dans l'air froid de la nuit. Le gravier de l'allée crissa sous mes talons tandis que je marchais, mon esprit un blanc effacé par le choc et la douleur. Le monde avait basculé sur son axe.
l'homme avec qui j'avais construit ma vie, le père de mon enfant, venait de nous désavouer publiquement tous les deux de la manière la plus cruelle imaginable. Il n'avait pas seulement brisé mon cœur. Il l'avait fait exploser, ne laissant que fumée et cendres. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je ne pouvais pas rester. Tandis que j'atteignais le bout de la longue allée, les larmes vinrent enfin, chaudes et silencieuses, traçant des chemins froids sur mes joues engourdies. J'étais seul, enceinte et publiquement humilié. Et quelque part derrière moi, dans cette forteresse de pierre froide, mon mari était félicité par sa mère pour m'avoir détruite. Les phares de l'Uber fendirent l'obscurité, éclairant un chemin loin de la prison manucurée près de Paris et retour vers la rugosité anonyme de la ville. J'étais recroquevillé sur la banquette arrière, le cuir doux et soyeux me semblant froid et étranger contre la peau. J'avais demandé au chauffeur de se rendre à l'appartement de ma sœur dans le Marais, le seul refuge auquel je pouvais penser. Le chauffeur, un homme au visage aimable nommé Georges, continuait de me regarder dans le rétroviseur, son expression un mélange de pitié et d'inquiétude. Il m'avait vu émerger en sanglots des portes de la grande propriété, une silhouette solitaire dans une robe de cocktail, et avait discrètement offert une bouteille d'eau et une boîte de mouchoirs. Chaque sanglot qui secouait mon corps ressemblait à un coup physique porté à mon fils à naître. Je serrai mes bras autour de mon ventre, un geste protecteur primal. Il est en sécurité, me dis-je, la pensée, une petite bougie vacillante dans un ouragan de douleur. Je le garderai en sécurité. Les mots d'Antoine étaient des éclats de verre incrustés dans mon esprit. Le bébé n'est pas de moi. La cruauté calculée était à couper le souffle. Ce n'était pas une accusation privée murmurée dans le feu d'une dispute. C'était une déclaration publique, une performance pour sa famille, pour sa mère. L'image du sourire triomphant d'Eliane était gravée sur le revers de mes paupières. C'était son œuvre. J'en étais sûr. Pendant des mois, Eliane avait semé les graines. Une remarque désinvolte ici, une question pointue là. Êtes-vous sûr de vos dates, ma chère? Parfois, les mères pour la première fois se trompent. Antoine semble si stressé. J'espère que vous ne lui mettez pas trop de pression. J'avais écarté cela comme les habituels petits coups bas. J'avais été idiote. J'avais sous-estimé les profondeurs de la malice d'Eliane. Ma sœur Sophie vivait dans un appartement au 3e étage sans ascenseur qui était l'antithèse de la propriété Leclerc. L'appartement était rempli de bibliothèques débordantes, de meubles dépareillés et de l'encombrement réconfortant d'une vie vécue avec passion plutôt que pour la présentation. Quand Sophie ouvrit la porte et vit mon visage ravagé par les larmes et mon mascara défait, elle ne perdit pas une seconde en question. Elle m'attira simplement dans une étreinte féroce. « Oh, âme » murmura-t-elle, sa voix épaisse de soutien immédiat et inconditionnel. « Entre. Viens à l'intérieur. » Sophie, une journaliste à l'esprit vif qui n'avait aucune patience pour la pompe et les circonstances de la famille Leclerc, me fit asseoir sur son vieux canapé en velours, m'enroula dans une couette et me tendit une tasse de thé à la camomille fumant dans mes mains tremblantes. « Raconte-moi tout, dit Sophie, ses yeux lançant des éclairs de feu protecteur. Qu'est-ce que ce salaud a fait? À travers de nouvelles vagues de larmes, je racontai toute la scène horrible, l'atmosphère tendue, les provocations d'Eliane et l'annonce froide et théâtrale d'Antoine. Tandis que je prononçais les mots à voix haute, ils devinrent réels, leur monstruosité se solidifiant dans l'espace douillet et sûr du salon de ma sœur. Il l'a dit devant eux tous, altéjeux. Son père, Ethan. Il m'a regardé dans les yeux et a dit que notre bébé n'était pas le sien. Le visage de Sophie était pâle de rage. Ce fils de, ce lâche, contrôlé par sa mère, cette tirelire sur pattes. Comment ose-t-il? Et je suppose que la méchante sorcière près de Paris était assise là, appréciant le spectacle? Je hochai la tête, engourdie. Elle semblait contente, comme si elle avait gagné, parce qu'elle pense qu'elle a gagné. Oui, dit Sophie, la voix dure. Ça porte ses empreintes. Elle essaie de se débarrasser de toi depuis le premier jour. Elle ne pouvait pas te briser, alors maintenant elle essaie de te discréditer de la manière la plus dégoûtante possible. Et Antoine, mon Dieu Antoine, je ne lui ai jamais fait confiance, c'est visé faible. Il l'a laissé l'empoisonner contre toi. Sophie avait raison. Antoine, le puissant PDG, l'homme qui commandait les salles de conseil, était désespérément, pathétiquement faible face à sa mère. Il avait choisi l'approbation d'Eliane plutôt que sa femme et son enfant à naître. La trahison était si profonde qu'elle était presque impossible à concevoir. Des flashbacks de nos moments plus heureux m'assaillirent. Antoine sur un genou sur un pont à Prague, son visage illuminé d'amour.
Antoine me tenant la main pendant la première échographie, ses yeux écarquillés d'émerveillement devant le minuscule battement de cœur vacillant sur l'écran. Un petit Leclerc, avait-il murmuré, la voix épaisse d'émotion. Notre fils. Où était cet homme maintenant? Comment avait-il pu être ainsi complètement effacé? Qu'est-ce que je fais, sauf, murmurai-je, la tasse claquant dans mes mains. Il m'a humilié. Il a renié notre fils. Toute ma vie, c'est juste, parti. Sophie me prit la tasse et la posa sur la table basse. Elle prit mes mains dans les siennes, sa poigne ferme et rassurante. Non, écoute-moi. Ta vie n'est pas partie. Il ne t'a rien pris que tu ne puisses pas récupérer. Il a essayé de te faire honte, mais tu n'as rien dont tu aies à avoir honte. C'est lui qui devrait avoir honte, et nous allons lui faire regretter cela pour le reste de sa misérable vie. Une étincelle de combativité s'alluma en moi, attisée par la colère juste de ma sœur. Sophie avait raison. S'effondrer, c'était ce qu'Éliane et Antoine attendaient. C'était ce qu'ils voulaient. Il doit savoir qu'il a tort, dis-je, ma voix retrouvant une lueur de sa force. Je ne peux pas laisser ce mensonge subsister. Pas pour moi. Pour mon fils. Mon fils doit savoir que son père est un menteur. Mais il n'est pas illégitime. Exactement, dit Sophie, les yeux brillants d'intention. Alors, nous n'attendons pas qu'il retrouve ses esprits. Nous ne supplions pas. Nous agissons. Nous ripostons avec la seule chose qu'ils ne peuvent ni manipuler ni acheter, la vérité. Une idée, née du désespoir et d'une fureur naissante, commença à se former dans mon esprit. Une accusation publique exigeait une réfutation publique. Les mots contre les mots ne suffiraient pas. Elle avait besoin d'une preuve scientifique irréfutable, et elle en avait besoin maintenant. J'ai besoin d'un test ADN, dis-je, les mots ayant un goût de pouvoir. Un test de paternité. Pas dans une semaine, pas dans quelques jours. J'en ai besoin demain. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Puis un lent sourire prédateur se répandit sur son visage. Am, c'est génial. C'est une démonstration de force. Elle attrapa son ordinateur portable sur une pile de papier. Ok, regardons. Il doit y avoir des laboratoires privés qui font des traitements urgents. Le genre d'endroit que les célébrités et les politiciens utilisent pour régler leurs indiscrétions. Ça va coûter une fortune. Je m'en fiche, dis-je, sortant mon téléphone pour vérifier mon compte bancaire personnel. Ce n'était pas l'argent des Leclerc. C'était l'argent que j'avais économisé pendant mes années à la galerie et une petite héritage de ma grand-mère. C'était mon indépendance. Je paierai ce qu'il faut. Pendant l'heure suivante, nous parcourûmes Internet. Nous trouvâmes un laboratoire privé haut de gamme, un service discret appelé Génome Vérité qui se spécialisait dans les résultats recevables par un tribunal avec un délai d'exécution accéléré de 24 heures pour un coût exorbitant. Il pouvait envoyer un phlebotomiste certifié chez moi pour la collecte de l'échantillon dès le matin. Le seul problème était d'obtenir un échantillon d'Antoine. Il n'acceptera jamais, dis-je, la première lueur de désespoir réapparaissant. Il s'est convaincu de ce mensonge. Il ne coopérera pas. Sophie se tapa le menton, réfléchissant. Nous n'avons pas besoin de sa coopération. Nous avons juste besoin de son ADN. Une brosse à dents, une brosse à cheveux, un verre usagé. Mon esprit s'emballa. Antoine était une créature d'habitude. Chaque matin, il utilisait la même brosse à dents électrique, qu'il gardait dans la salle de bain attenante de notre pentouse. Il y était probablement retourné ce soir, dans notre lit, comme si rien ne s'était passé. La pensée de retourner à cet appartement, dans notre espace partagé, me rendait malade. Mais l'alternative, laisser le mensonge s'envenimer, était infiniment pire. Sa brosse à dents, dis-je, ma voix ferme de résolution. Il sera au bureau d'ici 7h30. Je peux entrer et sortir avant qu'il ne sache même que j'y suis allé. C'est risqué, dit Sophie, bien que son expression fût celle de l'admiration. C'est nécessaire, répondis-je. Il ne s'agit plus seulement de ma réputation, sauf. Il s'agit de mon fils. Quand il sera grand et posera des questions à ce sujet, je dois pouvoir lui montrer que sa mère s'est battue pour lui. Que je n'ai pas laissé un mensonge définir ses débuts. Le plan fut établi. Sophie passa l'appel à Génome Vérité, programmant un phlebotomiste pour venir à son appartement à 9h. Tandis que la première lumière grise pâle de l'aube commençait à effleurer l'horizon de Paris, je ne me sentais pas fatigué. Le choc et le chagrin s'étaient transformés en autre chose,
quelque chose de dur, de tranchant et de résolu. Je n'étais plus seulement la femme lésée d'Antoine Leclerc. J'étais une mère en mission, et c'était une guerre que j'allais gagner. Le silence stérile et oppressant du Pentouse fut la première chose qui frappa Antoine. Il était rentré de la propriété après 1h du matin, à moitié ivre du scotch cher de son père et des louanges toxiques de sa mère. Il s'attendait à trouver Amélie là, en pleurs. Il avait répété les choses froides et méprisantes qu'il lui dirait, les phrases que sa mère l'avait aidé à construire. Mais l'appartement était vide. Son côté du lit était froid et intact. Son sac de voyage était parti. Une partie de lui, une petite partie effrayée qui le refusait de reconnaître, ressentit une pointe de quelque chose, perte, peur. Il la refoula, la remplaçant par la colère vertueuse qu'Eliane avait si soigneusement cultivée. Elle s'est enfuie. Une mauvaise conscience, sa mère l'avait appelée. La preuve. Maintenant, à 6h du matin, souffrant d'un mal de tête lancinant et d'un estomac aigri par le regret, le silence était moins une victoire qu'une accusation. L'appartement, d'habitude rempli du parfum des fleurs que Amélie gardait toujours et du doux bruit de ses allées et venues, ressemblait à un mausolée. Il entra dans la cuisine et vit les échantillons de couleurs pour la chambre de bébé toujours posés sur l'îlot de granit. Une touche de verso joyeux dans l'espace monochrome froid. Il les jeta à la poubelle d'un mouvement sec et furieux. Il se doucha et s'habilla pour le travail en mode automatique, les gestes mécaniques. Alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte, son téléphone vibra. C'était sa mère. « Antoine, chéri. » La voix douce d'Eliane ronronna au bout du fil. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'imagine que tu te sens soulagé d'avoir enfin pu le dire ouvertement. »« Je me sens mal, grommela Théil, se frottant les tempes. « C'est normal. C'était une chose difficile mais nécessaire à faire. Tu as défendu l'honneur de cette famille. Ton père est très fier, même s'il est trop timide pour le dire. » Un temps de silence. « As-tu eu de ses nouvelles ? » ?»« Non. Elle est partie. »« A pris un sac, dit Antoine, les mots ayant un goût de cendre. »« Bien, dit Eliane avec satisfaction. C'est mieux ainsi. C'est un aveu tacite de culpabilité. Maintenant, la prochaine étape est que notre équipe juridique, dirigée par Maître Girard, rédige les papiers du divorce. Nous devons agir vite, Antoine. Nous invoquerons l'infidélité. Nous pouvons être généreux, bien sûr. Un petit règlement discret pour la faire partir et renoncer à toute prétention, surtout, ajouta-t-elle, sa voix se faisant d'acier, toute prétention au nom de l'enfant. Le mot enfant le secoua. Il pensa à la photo de l'échographie rangée dans son portefeuille, une photo qu'il regardait autrefois une douzaine de fois par jour. Il sentit une vague de nausée qui n'avait rien à voir avec le scotch. D'accord, dit-il, la voix creuse. Girard, je lui demanderai de vous appeler cet après-midi. Courage, mon garçon. Tu as évité une balle. Une balle de chercheuse d'or très ordinaire. Maintenant, va travailler. Montre-leur qui commande. Rappelle-toi qui tu es. Tu es un Leclerc. Il raccrocha, le silence de l'appartement se précipitant à nouveau pour remplir le vide. Il se sentait malade. Il se rappela le visage d'Amélie lorsqu'il avait fait son annonce. Le choc absolu, la dévastation. Il n'y avait pas eu la moindre once de culpabilité dans ses yeux, seulement une douleur profonde, qui lui déchirait l'âme. Aurait-il pu se tromper? Il secoua la tête, chassant la pensée. La preuve était indéniable. Sa mère avait été si minutieuse. Il y a 3 mois, elle avait d'abord planté la graine. Elle avait engagé un détective privé, avait-elle dit, inquiète des déjeuners fréquents d'Amélie avec un homme de son ancien monde de l'art, un galeriste nommé Sébastien. Puis vint la preuve, des photographies granuleuses d'Amélie et Sébastien prenant un café, riant, une seule photo de lui touchant le bras. C'était circonstanciel, mais Eliane l'avait tissé en un récit accablant. Le coup de grâce avait été le rapport de l'enquêteur, remis à Antoine une semaine auparavant. Il comprenait des registres d'hôtels, une chambre réservée au nom de Sébastien dans un hôtel boutique un jour où Amélie prétendait être à un symposium d'art d'une journée. C'est une petite chose rusée et manipulatrice, avait dit Eliane, sa voix dégoulinante de pitié pour son fils. Elle pensait pouvoir faire passer l'enfant d'un autre homme pour un Leclerc afin d'assurer son avenir. Je suis si désolé, Antoine. Je suis si désolé que tu doives être celui qui porte cela. Il avait été aveuglé par la rage,
par un sentiment de trahison si profond qu'il ressemblait à une violation physique. Sa mère avait guidé cette rage, l'avait dirigé et l'avait aidé à appuyer sur la gâchette. Alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Ethan. Antoine l'ignora. Il n'était pas d'humeur à recevoir une leçon de morale de son frère cadet sanctimonieux. Ethan appela encore. Et encore. Au 4e appel, Antoine répondit avec un grognement. Quoi? Ethan? Tu es un lâche et un idiot. La voix d'Ethan claqua sans préambule. J'espère que tu es fier de toi. Tu n'as pas seulement blessé Amélie. Tu l'as détruite. Pourquoi? Pour avoir une caresse sur la tête de maman? Tu ne sais pas de quoi tu parles, répliqua Antoine. J'ai des preuves. Des preuves? Quelles preuves? Un dossier de déchets d'un des détectives de maman? As-tu seulement parlé à Amélie? Lui as-tu posé une seule question avant de la crucifier devant tout le monde? Je n'en avais pas besoin. Les preuves étaient claires. Aucune preuve n'est claire quand tu ne regardes qu'un seul côté. La voix d'Ethan était rauque de colère. J'ai appelé Sébastien ce matin. Antoine se figea, la main sur la poignée de porte. Tu as fait quoi? Je le connais, idiot. Mon université achète de l'art dans sa galerie. Il est gay. Il est avec son partenaire depuis 10 ans. Le symposium dont tu te méfiais tant? C'était une collecte de fonds pour les jeunes LGBTQ dans les arts. Je le sais parce que j'y ai fait un don. Lui et Amélie sont amis, collègues. Il l'aidait à planifier une surprise pour toi, une commande d'une peinture pour la chambre du bébé par une nouvelle artiste dont elle est folle. C'est pourquoi c'était un secret. Le sol sembla se dérober sous Antoine. Chaque mot d'Ethan était un coup de marteau, brisant la réalité soigneusement construite que sa mère avait bâtie autour de lui. Et l'hôtel? Demanda Antoine, sa voix à peine un murmure. La collecte de fonds s'y tenait, dans la salle de bal, dit Ethan, sa voix s'adoucissant légèrement avec pitié. Antoine, maman t'a manipulé. Elle essaie de se débarrasser d'Amélie depuis le mariage. Elle a vu une ouverture et elle y a foncé, et tu lui as donné les clés. Antoine s'effondra sur un banc dans le foyer, le téléphone glissant de ses doigts engourdis. Ça ne pouvait pas être vrai. Sa mère ne le ferait pas. Elle ne lui mentirait pas comme ça. C'était trop monstrueux, trop diabolique. Mais tandis qu'il était assis là, dans le silence résonnant de la vie qu'il venait d'anéantir, les pièces commencèrent à s'emboîter. La satisfaction narquoise d'Eliane, sa hâte de faire intervenir les avocats, son manque total d'empathie, et le visage d'Amélie, son beau visage honnête, brisé par une douleur si profonde qu'elle ne pouvait être née que de l'innocence. Il avait fait une erreur catastrophique, destructrice d'âme. Il n'avait pas seulement eu tort, il avait été un monstre. Il avait permis à ses propres insécurités et au venin de sa mère de cailler son amour en poison. La panique, froide et aiguë, le saisit. Il fallait qu'il la retrouve. Il fallait qu'il arrange ça. Il tâtonna pour trouver son téléphone, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine taper son nom. Il l'appela. Ça alla directement sur la messagerie vocale. Il rappela. Messagerie vocale. Il envoya un texte frénétique. Amélie, s'il te plaît. Nous devons parler. Je crois que j'ai fait une terrible erreur. Pas de réponse. Le message resta là, une seule coche bleue de livraison, un témoignage de son échec. Il avait construit des murs de richesse et de pouvoir autour de lui toute sa vie. Mais à ce moment-là, Antoine Leclerc ne s'était jamais senti aussi complètement, terrifiant impuissant. Il ne savait pas où était sa femme enceinte, et il savait avec une certitude qui le glaçait jusqu'aux os qu'il venait peut-être de la perdre, ainsi que son fils, pour toujours. L'email arriva à 10h17. Il atterrit dans ma boîte de réception avec un petit carillon discret qui semblait cataclysmique. L'objet était clair, génome vérité. Dossier GV 743B. Résultat de paternité accélérée. Sophie et moi étions blottis ensemble sur le canapé, une forteresse d'oreillers et de couettes construite contre un monde devenu hostile. Je n'avais pas dormi. J'avais passé la matinée à faire les 100 pas, repassant l'horreur du dîner, ma détermination se durcissant à chaque pas. La phlébotomiste, une femme discrète et professionnelle, était venue et repartie, laissant derrière elle une petite boule de coton scotchée au pli de mon bras et un vide béant d'anxiété dans la pièce.
le coursier envoyé aux Pantous avait réussi à récupérer la tête de la brosse à dents d'Antoine dans la salle de bain principale, un acte d'espionnage qui semblait à la fois palpitant et profondément triste. Maintenant, la vérité était là, enfermée dans un PDF protégé par mot de passe. C'est ça, dit Sophie, sa voix tendue. Tu es prête? Je pris une profonde inspiration tremblante. Étais-je prête? Je savais ce que les résultats diraient, mais le voir noir sur blanc ressemblait à une étape finale et irrévocable. Il n'y aurait pas de retour en arrière après cela. L'espoir fragile et brisé que tout cela n'était qu'un terrible malentendu et qu'Antoine s'excuserait serait oblitéré. C'était la guerre maintenant, et ce document était ma déclaration. Ouvre-le, dis-je, ma voix ferme. Sophie tapa le mot de passe. Le fichier s'ouvrit. C'était un rapport de laboratoire officiel, rempli de jargon technique, fréquences alléliques et marqueurs génétiques. Mais au bas de la première page, dans un résumé en gras et sans équivoque, se trouvait la conclusion, l'analyse des profils ADN pour le père présumé, Arles Leclerc, et le fœtus démontre une correspondance génétique. La probabilité de paternité est de 99,9 % Probabilité de paternité est de 99,9 % Les mots semblaient se détacher de l'écran. Je l'ai lu une fois, puis deux fois. Une seule larme chaude s'échappa et roula sur ma joue. Mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de rage, de justification, de fureur pure et non altérée. La vérité scientifique, indéniable. Sophie laissa échapper un long sifflement lent. Eh bien, voilà. Le coup de grâce. Elle me regarda, ses yeux cherchant mon visage. Alors, quel est le plan? Tu lui envoies ça? À son avocat? Tu l'affiches sur tous les panneaux publicitaires de la ville? Je fermai l'ordinateur portable. La tempête en moi était passée, laissant derrière elle une certitude calme et froide. Envoyer un email semblait trop facile, trop impersonnel. Ce n'était pas une transaction commerciale. C'était un règlement de compte. Antoine m'avait humilié devant sa famille. Je lui délivrerai la vérité dans la même arène. Je retourne là-bas, dis-je. Retourne à la propriété, demanda Sophie, sa voix teintée d'alarme. Am, es-tu sûr d'affronter ce nid de vipères seul? Je ne serai pas seul, dis-je, posant une main sur mon ventre. Et je ne suis pas la personne qui a quitté cette maison la nuit dernière. Je me levai et allai vers le placard où Sophie gardait quelques-unes de mes affaires. J'en sortis une robe simple et élégante de couleur cramoisie. C'était une couleur qu'Eliane détestait, une couleur de hardiesse et de vie. C'était une déclaration en soi. Je n'y vais pas pour le supplier de revenir, dis-je, ma voix résonnant d'une force nouvelle que je reconnaissais à peine. Je n'y vais pas pour des excuses. J'y vais pour moi, pour mon fils. Je vais les obliger à regarder la vérité. Je vais les faire s'étouffer avec. Pendant ce temps, à la propriété Leclerc, une autre sorte de tempête se déclenchait. Antoine y était allé en voiture dans une panique aveugle après sa conversation avec Ethan. Il était entré en trompe dans le bureau de son père, le visage livide, les mains tremblantes. Où est-elle? Demanda-t-il à sa mère, qui arrangeait des roses dans un vase, l'image du contrôle serein. Eliane ne leva pas les yeux. Antoine, ta voix. Il n'y a pas besoin d'être hystérique. Elle se cache probablement chez cette sœur à elle, planifiant son prochain coup. C'est ce que font les gens de son genre. Son genre, répéta Antoine, sa voix se brisant. Son genre? Tu m'as menti. Tu as menti sur tout. Eliane se retourna enfin, les yeux plissés. J'ai fait ce qui était nécessaire pour te protéger. Pour protéger cette famille. Tu as engagé un détective privé qui a falsifié un rapport. Tu m'as manipulé. Sébastien est gay, maman. L'hôtel était pour une collecte de fonds caritatifs, cria-t-il, les mots sortant en un torrent frénétique et désespéré. La maîtrise d'Eliane se fractura enfin. Une lueur de panique traversa son visage avant d'être remplacée par un déni endurci. Cet homme ment pour la protéger. C'est une conspiration. Tu ne vois pas? Elle les a tous montés contre toi. Non, rugit Antoine, frappant de la main le bureau antique de son père, dispersant une pile de papier. La seule personne qui a monté qui que ce soit contre moi, c'est toi. Tu l'as détestée depuis le début parce qu'elle ne venait pas d'une ancienne famille consanguine avec une maison d'été sur la Côte d'Azur. Tu ne pouvais pas la contrôler,
Alors tu as décidé de la détruire. Richard Leclerc, qui avait observé l'échange avec une expression perplexe, parla enfin. Eliane, est-ce vrai? As-tu fabriqué ces preuves? Je protégeais notre héritage, hurla-t-elle, son masque de civilité complètement tombé. Cette fille est une intrigante sans importance. Qui sait quelle maladie elle porte, quelle lignée de basse classe elle introduirait dans cette famille? Je l'ai fait pour nous. Pour Antoine. C'est à cet instant précis que le majordome apparut à la porte. Son visage impassible mais ses yeux écarquillés. Madame, monsieur, Madame Amélie Leclerc est ici. Elle demande à vous voir. Le sang d'Antoine se glaça. Amélie, elle était ici. Avant qu'Eliane ne puisse refuser, Antoine la dépassa en la poussant. Laissez-la entrer. Laissez-la entrer maintenant. J'entrai dans le salon. Je n'étais pas la femme brisée et éplorée qui était partie la nuit précédente. Je me tenais droite et fière dans ma robe cramoisie, le menton haut, les yeux clairs et fixés. Je tenais un simple morceau de papier plié à la main. Je me sentais magnifique. Je me sentais terrifiante. J'ignorais Eliane et Richard. J'ignorais Ethan, qui venait d'arriver et se tenait près de la porte, son visage un mélange d'inquiétude et d'espoir. Mon regard était entièrement fixé sur mon mari. Antoine, dis-je, ma voix dépourvue de toute émotion, mais d'une clarté froide et dure. Hier soir, tu as lancé une accusation. Tu l'as fait publiquement, devant ta famille. Tu m'as traité et tu as traité notre fils de bâtard. Tu as essayé de me faire honte. Je fis un pas en avant, mes yeux ne quittant jamais les siens. Tu voulais des preuves. Tu as mis ta confiance dans les mensonges, les murmures et les photographies granuleuses. Tu as mis ta confiance en elle, dis-je d'un mouvement rapide des yeux vers Eliane. Un renvoi si complet qu'il était plus insultant que n'importe quelle invective. Tu aurais dû mettre ta confiance en moi. Je m'arrêtai juste devant lui, si près que je pouvais voir le pouls frénétique battre dans sa gorge. Puisque ma parole n'était pas suffisante pour toi, je t'ai apporté autre chose. Je lui tendis le papier plié. Ma main était parfaitement stable. Voici ta preuve, d'un laboratoire de génétique de pointe. C'est la vérité, Antoine. La vérité scientifique, certaine à 99,9998%. La main d'Antoine trembla lorsqu'il prit le papier. Il le déplia, ses yeux parcourant la page, son visage pâlissant à chaque mot qu'il lisait. Il vacilla légèrement comme si le sol sous lui s'était dérobé. Il leva les yeux vers moi, les yeux remplis d'une horreur si profonde qu'elle en était presque inhumaine. Il vit non seulement la ruine de leur mariage, mais la ruine de lui-même. Il vit le monstre qu'il était devenu. Amélie, bégaya-t-il, la voix brisée. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'offris pas la moindre once de réconfort. Je me tins simplement sur mes positions, une statue de fureur juste. Tu as cru un mensonge parce que c'était plus facile que de croire en moi, dis-je, ma voix le blessant profondément. Et c'est quelque chose que ce morceau de papier ne peut pas réparer. Je tournai mon regard vers Eliane, qui semblait avoir été giflée. Félicitations, Eliane. Tu as gagné. Tu as obtenu exactement ce que tu voulais. Tu as détruit ton fils. Sans un mot de plus, je me retournai et sortis de la pièce, laissant derrière moi les débris de la famille Leclerc. Le papier accablant gisant sur le tapis perçant là où Antoine l'avait laissé tomber, et un silence plus accablant que n'importe quelle accusation. Le silence qui suivit mon départ était une entité vivante. Il était épais du poison des mensonges d'Eliane, de la puanteur de la faiblesse d'Antoine, et de la finalité nette et tranchante de mon jugement. La seule feuille de papier de génome vérité gisait sur le tapis perçant comme un drapeau blanc tombé, signifiant la fin d'une guerre qui n'avait laissé aucun vainqueur, seulement des victimes. Antoine se tenait figé, son monde complètement bouleversé. La vérité qu'il venait de lire n'exonérait pas seulement Amélie. Elle le condamnait. Elle condamnait sa mère. Il regarda Eliane, son visage, un collage macabre de fureur et de peur. Et il ne vit pas sa protectrice. Il vit une saboteuse, une femme si consumée par ses propres préjugés et son besoin de contrôle qu'elle avait volontairement sacrifié le bonheur de son propre fils pour gagner une guerre imaginaire mesquine. Ce fut Richard, le patriarche calme et passif, qui rompit enfin le charme. Il s'approcha et ramassa le rapport ADN, sa main tremblant légèrement tandis qu'il le lisait. Puis il regarda sa femme, ses yeux bleus pâles, d'habitude si pleins de déférence,
brillant maintenant d'un feu froid et inconnu. Toutes ces années, Eliane, dit-il, sa voix basse, mais portant le poids de décennies de soumission silencieuse. Toutes ces années, je t'ai permis de diriger cette famille, de diriger ma vie. Je suis resté là pendant que tu dressais un mur entre nos fils. Je suis resté là pendant que tu traitais cette jeune femme charmante et intelligente avec rien d'autre que du mépris. Mais ceci, c'est monstrueux, faire ça à notre propre petit enfant. À notre fils. Il secoua la tête, un regard de profond dégoût sur le visage. J'en ai fini. Nous en avons fini. Il se retourna et sortit de la pièce sans un regard en arrière. La finalité de sa sortie plus accablante que n'importe quel cri. Eliane resta seule, son empire de manipulation s'effondrant autour d'elle. Antoine bougea enfin. Il ne daigna pas un regard à sa mère. Il s'élança hors de la maison, le cœur battant avec un objectif unique et désespéré, me trouver. Il me vit au bout de la longue allée, montant dans la voiture de Sophie. « Amélie, attends !» cria-t-il, courant, ses chaussures coûteuses crissant sur le gravier. La portière de la voiture se ferma, mais elle ne démarra pas. Je sortis, mon visage illisible. Je me tins près de la voiture, attendant, un juge silencieux et imposant. Il s'arrêta à quelques mètres de moi, essoufflé et brisé. « Amélie, je suis si désolé. Je sais que ce mot n'a aucun sens en ce moment. J'ai été un idiot. J'ai été faible. Je l'ai laissé m'empoisonner. Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune justification pour ce que je t'ai fait, à toi, à notre fils. » Des larmes coulèrent sur son visage. Des larmes sincères de honte et de dégoût de soi. « Dis-moi s'il te plaît ce que je dois faire pour arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Je quitterai ma famille. Je renoncerai à l'entreprise. Je passerai le reste de ma vie à regagner ta confiance. » J'écoutais, mon expression inchangée. L'Antoine suppliant devant moi était l'homme que j'avais aimé. Mais l'image de l'étranger froid et cruel de la nuit précédente était gravée dans ma mémoire. « Il n'y a pas d'arrangement possible, Antoine, dis-je, ma voix calme et égale. Tu ne peux pas retirer ce que tu as dit. Tu ne peux pas annuler l'humiliation. Tu ne peux pas effacer le fait que, quand tu as dû choisir entre mon amour et les mensonges de ta mère, tu as choisi elle. Tu n'as pas seulement douté de moi. Tu m'as condamné sans procès. Je fis un pas de plus, mes yeux perçant les siens. L'homme que j'ai épousé m'aurait défendu. Il m'aurait fait confiance. Cet homme est parti. Peut-être n'a-t-il jamais existé. Peut-être n'était-il qu'une illusion à laquelle je voulais croire. Non, il est là, supplia Antoine, tendant la main vers moi, mais je reculai, hors de sa portée. Je t'aime, Amélie. J'aime notre fils. Vraiment, demandai-je, une lueur de ma propre douleur apparaissant enfin. Tu as une drôle de façon de le montrer. L'amour n'est pas une arme, Antoine. Et la confiance n'est pas quelque chose que tu peux racheter avec des excuses ou de grands gestes. Elle se construit dans les moments tranquilles. Et toi et ta mère avez rasé chacun de ces moments. J'ouvris la portière de la voiture à nouveau. Je ne vais pas demander le divorce demain. Je ne vais pas te combattre pour de l'argent. C'est ce que ta mère attendrait. Au lieu de cela, je vais faire ce qui est le mieux pour mon fils. Je vais rentrer chez ma sœur et je vais me concentrer sur une grossesse saine et paisible. Quelque chose que tu as rendu impossible dans notre maison. Je marquai une pause, énonçant mes dernières conditions. Tu pourvoiras aux besoins de ton fils. Tu auras une chance d'être son père. Mais savoir si tu auras un jour une chance d'être à nouveau mon mari, c'est une décision que je n'ai pas prise. Et ce n'est pas quelque chose que tu pourras influencer. Tu ne pourras pas réparer ça, Antoine. Tu devras vivre avec ce que tu as brisé. Et je devrai décider si je peux un jour revivre avec toi. Sur ce, je montai dans la voiture. Sophie adressa à Antoine un regard de pur mépris avant de démarrer, le laissant seul dans la longue allée vide d'une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Tandis que la voiture tournait sur la route principale, je ne regardais pas en arrière. Je ressentais une profonde tristesse lancinante. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais aussi libre. J'étais entré dans la fosse au lion et en étais ressorti non seulement indemne, mais plus forte. J'avais perdu une cage dorée et j'avais trouvé mon propre pouvoir. L'avenir était incertain, et le chemin du pardon était long et peut-être impossible. Mais ce serait mon chemin, à mes conditions. Je posai une main sur mon ventre,
sur la petite vie innocente qui avait été au centre de la tempête. Et je fis une promesse silencieuse. Sa vie ne commencerait pas par un mensonge. Elle commencerait par la vérité de sa mère.